Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on s'enflamme pour Julien Absalon. Salut Julien, ça va, tu vas bien? Très bien. Installe-toi. Avec cette petite reprise, parce que Julien est un grand fan de chansons anciennes reprises en musique électro. C'est vrai. C'est des goûts assez originaux, mais c'est sympa. Oui. Depuis toujours ça. Non, depuis... c'est plutôt en ce moment, quoi. D'accord. Bon, Julien, fan de musique électro, mais je vais quand même te présenter. Tu es une légende du VTT cross-country. On va voir ton palmarès s'afficher. Ouais, il y a beaucoup de titres. Beaucoup de titres. Double champion olympique, quintuple champion du monde, quintuple champion d'Europe, 7 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, 14 fois champion de France également. Julien, quand tu regardes ce palmarès aujourd'hui dans cette émission, qu'est-ce que tu ressens? C'est du plaisir, c'est de la fierté, c'est une pointe de nostalgie? Non, content d'avoir réussi à décrocher tous les titres possibles dans ma discipline, Ouais. et d'avoir réalisé mes rêves. Et quand on gagne autant, Julien, est-ce qu'on garde en tête que la réussite, elle est éphémère? Ou est-ce que l'habitude de gagner, l'habitude de prendre des titres te fait un peu oublier tout ça? Ouais, je pense que pour être un grand champion, il faut être un éternel insatisfait. Et tu ne te satisfais jamais d'une victoire. Quand elle est obtenue, tu penses déjà à la suivante. Et il faut une petite période de déconvenue pour apprécier à sa juste valeur les victoires. C'est-à-dire que pendant la période de domination entre 2004 et 2008, c'était devenu normal de gagner. Ouais. Et j'apprécie pas vraiment parce que c'était La routine, quoi. La routine. Et ensuite, j'ai des nouveaux adversaires qui sont arrivés, notamment le Suisse Nino Schurter. Et ensuite, c'était plus compliqué de gagner. Et là, lorsque je réussissais à gagner à nouveau, j'appréciais vraiment à sa juste valeur la victoire. Et on va en parler de tout ça dans cette émission. Julien, tu as mis un terme à ta carrière en 2018. Finalement, c'est assez récent. Ça te manque un petit peu ou pas du tout? Oui, forcément. Je n'ai jamais regretté d'avoir arrêté. Okay. Avant d'arrêter, j'avais peur de ne pas trouver le bon moment. Ouais. De faire soit l'année de trop, soit d'arrêter et puis d'avoir envie de reprendre. Et ça a été un peu soudain. C'est-à-dire que j'étais reparti pour une saison 2018 et en cours de saison, j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Les problèmes d'allergie s'étaient un peu aggravés et lors d'une course en Allemagne, en plein milieu de saison, je suis abandonné, je suis rentré à mon hôtel et lorsque mon ami kiné ostéo est arrivé à l'hôtel, je lui ai dit j'arrête. Il m'a dit t'arrêtes quoi? Bah, j'arrête. Et en quelques secondes, lorsque j'étais sur le vélo, j'ai senti que c'était un signe que mon organisme me donnait et j'ai pas pris ça comme une fatalité. Je me disais ok, peut-être que j'ai assez tiré, mon corps a quand même, j'ai pas eu beaucoup de blessures durant ma carrière, j'ai pas mal tiré dessus et voilà, c'était en quelques minutes, je savais que c'était le moment. C'est assez fou, Julien, parce que moi je suis tombé sur des articles, des propos que tu as tenus quand tu étais encore dans ta carrière de VTTiste, où tu as dit que tu aurais besoin, quand tu arrêterais, d'un sevrage progressif. Finalement, là, ce que tu me décris, c'est une fin assez brutale. Alors le sevrage du sport, j'ai toujours pas réussi à le faire. Ouais. Je suis toujours addict totalement au sport. J'ai trouvé le bon moment pour arrêter. Et tu me posais la question, est-ce que ça manque? Oui, bien sûr. C'est vrai que cette petite mort du sportif, Ouais. il y a un manque qui est indéniable. Les émotions que tu connais en compétition, tu peux les connaître nulle part ailleurs. Et ça, je pense que c'est des charges d'adrénaline, de dopamine, c'est de la drogue dure. C'est ultra puissant. Et ça, forcément, ça manque. Tu étais addict, toi? On peut parler d'addiction? Ah oui, carrément. Ouais. Ouais, je pense que mon plus gros moteur, c'était ça. C'était rechercher ces émotions que procure la victoire. C'est tellement puissant. Et donc, je ne regrette pas parce que je sais très bien que je ne pourrais plus faire ça. Il y a un temps pour tout, mais le manque, il est toujours là. Et je sais, il y a une part de nostalgie quand tu sais que je ne pourrai plus jamais revivre ça. Il n'y aura jamais quelque chose d'aussi intense qu'une victoire en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Toi, Julien, tu as passé 20 ans dans un monde un peu parallèle. Tout était centré autour de la performance, du résultat. Après ta carrière, tu reviens dans le vrai monde, j'ai envie de dire, dans mon monde aussi. Est-ce que c'est un choc, ça? Faut s'adapter aussi à tout ça, à revenir dans un quotidien où tout n'est pas centré autour de toi, de la performance, des compétitions à venir? Ouais, ça aussi, c'est une grosse claque de redevenir normal. Ouais. Et de se réhabituer finalement à quelque chose de normal, alors que, comme tu disais, pendant 20 ans, je suis conscient d'avoir vécu dans un monde parallèle. Et tu en avais conscience quand même? Ouais, on avait conscience, ouais. Mais après, c'est vrai que
depuis tout jeune, dès mes premières années juniors, j'ai commencé à prendre une voie différente de celle de mes amis d'enfance qui étaient à la fac, alors que moi, j'ai voyagé à travers le monde. Je gagnais ma vie en faisant du VTT, en étant professionnel. C'était même difficile à faire comprendre. Comme qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis VTTiste. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre pour gagner ta vie? Non, c'est mon métier. En plus, c'est un sport où, quand on dit on est footballeur, les gens ils savent très bien qu'un footballeur il est professionnel. Mais quand on dit je suis VTTiste, c'est pas très courant comme métier. Et la vie d'un VTTiste pro, oui, c'est un peu particulier. Tu voyages de site de course en site de course. Tu es choyé, et puis ensuite quand tu deviens champion, c'est vrai que assez rapidement tu t'es mis en lumière, mais cette mise en lumière, il faut être conscient qu'elle est peut-être très éphémère aussi. C'est-à-dire que tant que tu gagnes, là, tout tourne autour de toi et tu es choyé et tout va bien, mais il faut être conscient que ça peut vite redescendre. Et lorsque la carrière s'arrête, tout ça se termine. En effet, maintenant tu es sorti un peu de tout ça, mais pas du sport, parce que le sport tu pratiques encore énormément, notamment du trail. Le trail, la course en montagne. Est-ce que tu retrouves, alors on ne va pas parler des sensations vraiment de la compétition, tu m'as dit que ça c'était quelque chose que tu ne pourras pas retrouver, mais est-ce que tu retrouves quand même un semblant d'adrénaline quand tu es sur le départ d'un ultra, d'une course de trail? Est-ce que tu retrouves un petit peu des sensations que tu pouvais ressentir dans ta carrière de VTTiste? Oui, et puis ce besoin de faire du sport, quasi quotidiennement. J'ai besoin de faire du sport. J'ai pas réussi et j'ai pas forcément envie de me sevrer de ça. Okay. Donc un Julien qui ne fait pas de sport pendant 2-3 jours, il est comment? Je commence à devenir irritable. Ouais, j'ai quelque chose qui manque. Il y a un vrai manque, quoi. Okay. Et à la base, j'ai commencé la course à pied. Parce qu'à l'arrêt de ma carrière, j'ai créé ma propre équipe, Absolute Absalon, que j'ai managée pendant 5 ans. Et j'avais moins de temps. Et la course à pied me permettait d'avoir ma dose plus rapidement. C'est-à-dire qu'en 1 heure de vélo, tu fais rien. En 1 heure de course à pied, tu peux faire un entraînement, tu peux te rincer, tu rentres, tu as eu ta dose. Et puis, moi qui n'aimais pas trop le long en VTT, j'ai jamais été quelqu'un qui m'entraînait avec énormément de volume. J'aimais bien l'intensité. Je ne suis jamais allé sur les formats marathon longue distance parce que j'aimais pas ça. Et finalement, en course à pied, maintenant, je suis sur du long. Et mes plus longues séances de sport, je les ai fait à pied et pas à vélo. Et alors, comment on passe du Julien Absalon, champion, légende de sa discipline, à un Julien qui adore courir, mais qui est loin d'être le meilleur? Est-ce que l'ego de l'ancien sportif de haut niveau en prend un petit coup? Alors, j'ai toujours l'esprit de compétition, mais je ne suis plus athlète, je suis sportif. Ouais. Ok. Donc, tu as réussi ça. Oui, et je me régale justement à ce que j'arrive pas à faire en vélo. J'arrive plus à faire de compétition en vélo parce que j'ai des repères, j'ai été champion et je peux plus m'aligner sur une course, sachant que j'irai beaucoup moins vite et j'ai trop de repères. Alors que ce que je me régale en course à pied, c'est de faire l'amateur. J'arrive sur les courses, j'apprends, je progresse et je suis un amateur qui commence à être éclairé, mais je ne me prétends pas professionnel et pour moi, ce n'est pas une seconde carrière, c'est juste du plaisir. On voit des images là, Julien, tu peux nous en parler un peu? C'était où ça? C'était à l'UTMB? C'est la CCC de l'UTMB? Oui, certainement. Oui. Là, on voit une descente, mais moi, la question que je me pose sur cette édition 2024 là, que tu as couru, le Julien Vettetti, je sais qu'il était excellent dans les montées, quand ça monte. Est-ce que c'est pareil en course à pied? Est-ce que le Julien trailer, c'est aussi sa force? Clairement. Le problème d'un cycliste lorsqu'il arrive sur de la course à pied, c'est les descentes, puisqu'on travaille en excentrique. Et un sport porté qu'est le vélo, on n'a pas du tout de travail excentrique. Donc il faut habituer ses muscles à travailler en descente, à retenir son poids de corps. Et ça, c'est vraiment très douloureux pour un cycliste. D'ailleurs, je me suis blessé quand j'ai voulu aller sur du long, puisque quand on a un gros cardio, quand on vient du vélo, en gros, on a le moteur, mais pas le châssis. Et on se blesse quand même très rapidement parce que moi, mon facteur limitant n'était pas l'épuisement ou le système cardiovasculaire, mais clairement, je me cassais les muscles en descente. Et il faut du temps et de la patience, parce que c'est pas trop c'est pas trop ma qualité, la patience. Donc je suis allé un peu trop loin, trop vite dans les distances, et je me suis blessé. Donc Bon, vous connaissez toutes et tous le principe de la to-do list. Moi, j'en ai une aussi, sortir les poubelles, faire les courses. Bon, Julien, elle est un peu différente. Ta to-do list, toi, tu avais faire un Xterra, ça c'est coché. Faire le marathon des sables, tu vas le réaliser prochainement. Et nous, on a un autre petit défi
à te proposer. C'est pas moi d'ailleurs qui vais te le proposer, c'est cette personne. Écoute. Salut Julien, je suis en direct de la Corse, du col de Batchine. Je te fais un clin d'œil depuis ce territoire que j'adore et je pense que tu l'aimes aussi beaucoup pour, pourquoi pas, te proposer de rejoindre une prochaine aventure sur le Biking Man. Tu t'es pas encore défié à l'ultra distance. Tu actuellement brilles dans beaucoup de disciplines, notamment le trail. Mais je te propose, pourquoi pas un jour, de rejoindre le Biking Man. Et le Maroc, à mon avis, est fait pour toi avec ton expérience VTT parce que tu pourrais, je pense, découvrir un territoire extraordinaire en format ultra distance. Donc si tu le souhaites, tu peux venir quand tu veux sur le Biking Man du Maroc. Salut! Tu connais cet homme ou pas? Oui, j'ai écrit Ouais. la préface de son livre. Magnifique. Mais ce Oui. livre qu'on a ici. Oui. Voilà, Le Monde à vélo, Axel Carion, fondateur du Biking Man, donc des courses d'ultracyclisme en autonomie complète. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver sur Sport en France. C'est exceptionnel ce qu'il a fondé. Ça te plairait, toi? Carrément. Et tout à l'heure, je disais, je ne me vois pas participer à des compétitions vélo, mais par contre, un Biking Man, pourquoi pas? Parce Ouais. que là, je serais dans une découverte de quelque chose de nouveau. Et ça me plairait avoir découvert l'ultra-endurance vélo. Là, tout récemment, l'ultra-endurance sur un défi multisport sur 50 heures. C'est quelque chose qui pourrait me plaire. Bah, nickel. C'est dans la to-do list. Oui. Voilà, bon, on a hâte de te voir faire un Biking Man. Julien, la question que je pose à tous les invités ici dans On s'enflamme, quelle est la dernière fois que tu t'es enflammé? Ça peut être hors sport, complètement. Ah, ça va être sport, parce que Oui, c'est vrai que j'ai enchaîné à La Réunion avec un défi multisport sur 50 heures et 46 heures après, un marathon, un triathlon vertical qui s'appelle la 0-3000. Donc, ma plus grosse semaine de sport avec 65 heures de sport dans la semaine. D'accord, bon, oui, tu t'es bien enflammé. Bon, écoute, moi je vais m'enflammer aussi, un petit peu moins que toi quand même, mais on va le faire ensemble, Julien. C'est parti pour allumer le feu. Alors Julien, toi tu as grandi dans les Vosges. Enfant, tu rêvais d'être pilote de rallye ou de motocross. Tu pratiquais aussi le ski de descente en compétition. Moi j'ai envie de dire, la vitesse, tu l'as toujours eu, c'était ancré en toi. Oui, la vitesse, et puis un turbulent qui est tout le temps dehors, Ouais. 10 fois au service des urgences en 10 ans. 10 ans. Ah oui, d'accord. Je me suis mis au judo, ce qui m'a canalisé. Ouais. Je ne serais jamais devenu champion de judo, ni de ski aussi, que j'ai pratiqué longtemps, mais ces deux sports demandent de l'explosivité, et je pense que j'étais plutôt fait pour les sports d'endurance, et je n'avais pas vraiment les capacités physiologiques pour performer dans ces deux sports-là, mais ils m'ont beaucoup appris. Alors j'ai cité donc les sports auto, le ski de descente, tu as cité le judo, le VTT dans tout ça. Ça arrive comment? Un peu par hasard, Totalement par hasard, et habitant un petit village, en plus dans un hameau un peu perdu, j'étais tout le temps sur mon vélo, même tout petit, ça a commencé avec le tracteur à pédale, je savais à peine marcher, j'ai tellement roulé avec ce tracteur à pédale que les roues sont ouvertes en deux. Donc voilà, tout le temps à l'extérieur, et le vélo, c'était pour moi le premier. Voilà, on voit aussi en BMX avec mon frère, on allait faire des bosses juste derrière la maison, et voilà, ce petit vélo pédale aussi. Le vélo, ça a été le premier outil de liberté. Quand tu es gamin, le vélo te permet d'aller découvrir au-delà du tour de la maison. C'était vraiment un outil de liberté avant qu'un ami de mes parents, voisins, me propose d'aller vraiment faire du vrai VTT, c'est-à-dire une balade en forêt dimanche matin. Et puis ensuite, il m'a dit il se débrouille bien, le petit, il y a une compétition pas très loin. La course de Lorraine? Voilà, une coupe régionale en Lorraine. Et tout de suite, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Directement, tu fais combien de cette course? 4e. Ouais. Et tu te dis quand même à ce moment-là, c'est fait pour moi. Ouais, je vais me lancer. régalé. Là, déjà, le week-end suivant, il y en avait une autre que je remporte. 4 mois après, j'étais 4e de championnat de France. Ah oui. Et ça a été assez vite. J'ai D'accord. pas gagné tout de suite. J'ai mis du temps avant de gagner. Et ça a été dur, ça? Ou toi, tu te dis... Non, parce que je suis c'était de tellement l'amusement. passionné, Finalement, de ma deuxième année junior, première année junior, j'étais tout le temps sur le podium, mais jamais gagné. Je n'ai pas été sélectionné pour les championnats du monde en Australie. Et la deuxième année junior, je continuais à m'amuser, mais je deviens champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Ouais. Et là, c'était un peu... Ça commençait à... C'était lancé, quoi. Ça a été le déclic, c'était en 98? 98, l'année de ma naissance. Bon, voilà, ça ne te rajeunit pas, non, désolé. Ça fait mal, ça. Merci. Mais le déclic arrive en tout cas à ce moment-là. Moi, j'aimerais revenir 2 ans plus tôt, donc en 1996. Tu as 15 ans. Tu suis évidemment les JO d'Atlanta à la télé. C'est la première apparition du VTT au programme olympique. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce moment où tu es devant ta télé, à fond, où tu découvres aussi cet univers olympique? Oui, je me rappelle bien. Finalement, c'est une des premières fois où je suivais vraiment les Jeux et où je me sentais concerné, puisque pratiquant le VTT, j'ai dit, je vais regarder l'épreuve, pratiquant le VTT depuis très peu de temps. Ouais.
On était en vacances avec mes parents, je me rappelle, dans le sud-ouest, vers Biarritz. Et on a regardé dans une télé, dans un bar, l'épreuve VTT. Et c'est la première fois que je me sentais presque concerné, alors que je venais de débuter un sport, j'étais ado, mais ça me parlait. Avec quand même Miguel Martinez qui fait 3, Christophe Dupouet qui fait 4. Ça t'a marqué aussi des résultats Oui, français? Oui, médaille française, donc forcément, derrière, on en parlait médiatiquement, on a parlé du VTT, de cette première médaille française. Et donc, à l'époque, ce n'était qu'un rêve pour toi. Quand on regarde maintenant ton palmarès, tu as disputé 4 Jeux Olympiques. Regarde, on a un petit visuel à te proposer. Bon, ça fait plaisir parce que tes 2 premières éditions, c'est de l'or. Athènes et Pékin. Londres et Rio, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on va revenir sur ces éditions en détail. Commençons par le commencement. Athènes 2004. Est-ce que déjà 21 ans plus tard, là, dans ce canapé, Julien, tu te rappelles précisément de tout ce qui s'est passé là-bas, la ligne de départ, les sensations, la course? À Athènes, je me rappelle de rien. De rien du tout? Rien du tout. Comment tu l'expliques ça? J'étais tellement dans ma bulle que j'ai aucun souvenir de la course. Les seuls souvenirs de la course que j'ai, c'est ceux que j'ai revus après coup à la télé. Et c'est quelque chose qui t'arrivait souvent, ça, de déconnecter complètement? Non, c'était vraiment la première fois que j'avais ce qu'on appelle l'état de flow, c'est-à-dire j'étais porté. Ouais. Même la semaine précédente, aux Jeux Olympiques, voilà, j'étais programmé, c'était les heures d'entraînement, j'allais à l'entraînement, il fallait dormir, je dormais. Robotique. Tout était calculé, millimétré, j'étais juste programmé pour arriver le jour J, l'heure H, sur la ligne de départ et faire ce que j'avais à faire. Évidemment, Julien, on est dans une course olympique, tout peut se passer. Mais là, ce que tu me décris, j'ai l'impression que même avant même d'avoir disputé la course, tu étais tellement programmé pour gagner qu'en fait, c'était impossible de laisser échapper une victoire. Que la médaille d'or, elle était presque un petit peu déjà accrochée autour de ton cou. Non, c'est-à-dire que j'ai essayé le but de tout programmer, c'est d'enlever tous les aléas possibles et s'enlever la pression parce qu'en fait, tu vas juste faire au bon moment, la chose que tu as à faire, en essayant de supprimer tous les imprévus. Après, en 2004, je n'avais pas encore gagné de course internationale. C'est ma première victoire internationale. Je n'avais jamais gagné de Coupe du Monde. Je n'étais pas du tout cité parmi les chances de médaille françaises, ce qui a été une chance pour moi parce que j'ai été j'étais hors des radars. On n'a pas parlé de moi avant. J'avais pas de pression médiatique du tout. Personne ne me connaissait et personne ne s'attendait à ce que je décroche une médaille, encore moins l'or. Et moi, dans ma tête, j'y croyais. Je savais que une médaille était accessible, mais dans le petit coin de ma tête, je voulais l'or. Et tu l'as eu, avec notamment ce geste dans la dernière ligne droite. On a une petite photo que tu as dû revoir par la suite à plusieurs reprises, ce doigt pointé au ciel pour rendre hommage à ton papa qui était décédé 2 ans plus tôt, en 2002. On sait que ton père aussi t'a accompagné, il était partout avec toi dans le VTT, ça a été dur à sa mort, tu as même pensé à mettre le vélo de côté, à arrêter. Ça t'a poussé, ça t'a permis aussi d'aller décrocher cette belle médaille à Athènes. Tu l'as senti un peu avec toi pendant la course? Oui, c'est sûr que ça a été cette épreuve de vie m'a forgé. Et je pense que quand tu as vécu quelque chose de difficile, tu peux t'en servir en force en disant que rien ne peut être plus difficile que ça. Et pas que pendant la course où il était avec moi, mais disons que sur les entraînements, sur les mois précédents, à l'entraînement, j'étais plus fort parce que je me remémorais ça et je me disais non mais ça, avoir mal aux jambes, c'est pas dur à côté de ça. Mais comment on fait pour transformer toute cette tristesse en force? Comment tu fais, toi? Est-ce que tu as une méthode particulière pour réussir à le faire? Non, je sais pas qu'il y a une méthode, ça s'est fait naturellement et c'est peut-être aussi c'est une rage intérieure et le vélo, l'entraînement était un échappatoire pour moi et me permettait d'extérioriser tout ce qu'il y avait en moi. Et ce jour-là, je pense que tout est sorti, quoi. Ouais. On le sait, l'euphorie d'un titre olympique qui plus est peut laisser après un vide immense. Moi, j'aimerais que tu écoutes Lisa Barbelin, médaillée de bronze au tir à l'arc aux Jeux de Paris, qui était dans le canapé, dans cette émission à ta place, et qui a dit ça. Il y a ce truc de qu'est-ce que je suis maintenant? Ouais. Qu'est-ce que je vais devenir une fois que j'ai réalisé un des plus grands rêves de ma vie? Il y a qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je suis capable de faire à part ça?
trouve ça très intéressant, Julien, parce que Lisa Barbelin, elle a 20 ans de moins que toi, hein, elle est toute jeune, c'est pas du tout la même génération. Mais par contre, je pense, tu vas nous le dire, que tu partages le même Tout à fait, ressenti. c'est très juste ce qu'elle dit. Et je trouve ça bien maintenant que les jeunes sportifs, à l'heure actuelle, en parlent. Puisque j'ai ressenti exactement ça en 2004, sauf qu'à cette époque-là, ça ne se faisait pas d'en parler. C'était presque tabou. Et je m'étais préparé à la course olympique, mais je n'avais jamais imaginé l'après. Et que ça soit sortir de ces Jeux de 2004 avec ou sans médaille, j'avais jamais pensé à ce que ça pouvait faire, ce qu'il fallait que je fasse. Et là, je réalise un rêve. Derrière, je suis sur mon petit nuage, mais effectivement, je me pose très rapidement ces questions. Ah ouais, je viens de réaliser mon rêve, mais ça fait des années que je pense à ça. Et maintenant quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Trouver un but. J'arrivais pas tout de suite à me projeter sur l'Olympiade suivante, même si j'avais 24 ans, et ça pouvait paraître évident. 24 ans, tu dis à 28 ans, je serai toujours en mesure, mais ça me paraissait trop loin. Et j'ai commencé à rentrer en dépression et en plus, je me sentais honteux parce que je ne me sentais pas légitime d'être triste. Parce que je me disais, mais attends, je viens de réaliser ton rêve et là, pourquoi ça n'irait pas? Et personne ne parlait de ça et ça a été un hiver difficile, cet hiver post-Athènes. Et aussi parce que à cette époque-là, voilà, en tant que sportif, quand tu ressentais ça, tu te sentais isolé parce qu'il n'y avait personne et on n'était pas armé ni formé pour traverser ça, quoi. Mais comment tu as fait alors? Parce que là, on écoute les propos de Lisa Barbelin, hein, d'autres athlètes se sont exprimés sur ce sujet. Maintenant, ils peuvent être aidés de préparateurs mentaux. Toi, tu l'as dit, c'était un sujet tabou, il n'y avait pas tout ça. Comment, toi, Julien, avec toi-même, tu as réussi à sortir de tout ça, à retrouver un but, à te remettre à fond pour la prochaine échéance, tout seul? L'hiver a été compliqué et puis à un moment, l'envie de remonter sur le vélo a repris le dessus. Et puis petit à petit, je me suis refixé des objectifs. Je me suis dit, ok, bon, j'ai envie d'y retourner, quoi. J'ai envie de revivre ça. Et après Athènes, donc les années passent, hein, toi tu continues à gagner. Et place à Pékin, 2008, quelques temps avant les Jeux, je sais que ça a été aussi une période difficile pour toi. Je replace un peu dans le contexte. En mai, tu chutes dans une manche de Coupe du Monde en Andorre. Le mois suivant, tu perds aussi ton titre de champion du monde, hein, que tu avais depuis 2004. Et en plus de tout ça, quand tu arrives sur le lieu de la compétition à Pékin, tu chutes à l'entraînement. Ça fait quand même beaucoup. Comment toi, tu encaisses tout ça à cette période, Julien? Donc après Athènes, j'ai dominé pendant 4 ans. Et forcément, en 2008, j'étais là par contre cité comme ultra favori pour les Jeux. Donc j'avais énormément de pression, mais de la part des sponsors, de la part des médias, de la part du public, mais surtout de la part de moi-même. Et c'était un peu dur de savoir que faire deuxième, c'était Absalon battu. Et ce que je disais tout à l'heure, les victoires, c'était pas essayer d'aller décrocher une victoire, c'était il faut que je gagne, sinon j'ai perdu. Et c'était l'obligation de la victoire. Et quelques semaines avant les Jeux, voilà, j'ai pris une énorme claque au championnat du monde. Mais sans cette claque et sans cette défaite, je pense que je ne serais pas devenu champion olympique. J'étais dans une mauvaise spirale où de vouloir bien faire, j'en faisais peut-être aussi un peu trop. J'avais flirté, j'avais dépassé un petit peu la limite et j'étais en surentraînement. Je savais quand j'abordais pas ce championnat du monde dans les meilleures conditions, mais je voulais gagner, en sachant que j'étais pas dans les meilleures conditions. Donc je me mettais la pression. Et je prenais plus de plaisir parce que c'était l'obligation je dois gagner. Et de me prendre une énorme claque, en fait, ça m'a enlevé de la pression parce que tous les titres annoncés, Absalon battu, mauvaise posture. Et en fait, c'était confortable parce que ça m'a enlevé un poids sur les épaules. J'ai dit, ok, vous voyez, je suis humain, je peux perdre. Oui. Donc, les autres favoris ont pris de cette pression. Et moi, je me suis dit, voilà, j'arrive au jeu, ma dernière course internationale, je l'ai perdue. J'ai fait un énorme malaise, donc je ne suis pas l'unique favori. Et est-ce qu'à un moment, justement, dans cette période de domination, où donc, tu étais l'ultra favori de toutes tes courses, tu te disais intérieurement, j'aimerais bien redevenir le Julien avant JO 2004, outsider que personne n'attend? Ça t'arrivait de te dire ça, Julien? Non, mais j'arrivais à l'oublier, ce statut, en
Voilà, c'est ce que je n'ai pas réussi à faire en 2008, mais enfiler un costume de champion qui te permet de prendre du recul. D'accord, comme si c'était plus le Julien Absalon que j'ai en face de moi là, mais c'est un Julien qui prend le costume avant d'arriver sur la ligne de départ. Un peu un personnage, quoi. Un personnage, tout à fait, comme un acteur pourrait jouer un rôle ou comme un musicien va jouer sa partition. C'est-à-dire que ça a commencé quand j'étais ces années-là, j'étais dans une équipe espagnole, Orbea, et les Espagnols m'appelaient Absalon, Ouais. par mon nom de famille. Et au début, ça m'énervait un peu qu'on m'appelle par mon nom de famille. Et puis en fait, j'ai compris que c'était le champion qui désignait. Et donc, avant les cours, je prenais ce costume de champion et je me détachais de ma personnalité à moi. Ce qui n'est pas facile. Et en gros, si le champion il perdait, c'était pas moi qui perdais, c'était le champion. D'accord, mais c'est réussir à faire ça tout seul, c'est très fort parce que tu le sais, hein, il y a énormément de sportifs qui souffrent aussi un peu de crise identitaire. Le sportif, l'athlète se mêle complètement à la personne qu'ils sont en dehors. Toi, tu as réussi tout seul à différencier les deux, à avoir un Julien champion qui prend les départs des courses de VTT et un Julien, l'homme en dehors de son sport. Voilà, je pense que j'ai vraiment eu j'ai eu deux personnalités différentes. C'est-à-dire que le Julien, le champion sur le vélo, c'est totalement l'opposé de ma personnalité, de ma vraie personnalité. Ok. On va se replonger dans cette course de Pékin. Celle-ci, tu t'en rappelles? Oui, Oui. c'est plus dur. Tu t'en rappelles, conditions pas simples, grosse chaleur. Tu attaques, toi, il y a 8 tours. Dès le deuxième, tu attaques. Moi, la question que je me suis posée, Julien, c'est est-ce que c'est prévu tout ça? Ou est-ce que c'est à l'instinct? Tu te dis, là, c'est le bon moment. Je dois le faire. J'ai toujours aimé durcir les courses le plus tôt possible et jouer sur mes qualités de grimpeur et plutôt m'isoler en début de course. Après, lorsque des nouveaux concurrents sont arrivés justement après Pékin, je suis retrouvé dans des scénarios de course qui étaient plus compliqués pour moi, où il fallait attaquer ou voir arriver au sprint. Et ça, c'était pas confortable pour moi. Je préférais m'isoler le plus rapidement possible. Mais comment tu sais, là, tu attaques au deuxième tour à Pékin, comment tu sais que c'est le bon moment, toi? Ça devient naturellement ou quand même dans ta tête, il y a tout un circuit avant de te dire, allez, là, j'attaque? Non, il y a eu les 2 premiers tours d'observation où j'ai vu les forces et les faiblesses de mes adversaires. Et je savais que sur un dernier tour, c'était beaucoup plus aléatoire et qu'il valait mieux tout de suite durcir. C'est un jeu d'échecs ou pas, les courses de VTT? Beaucoup moins que la route, parce qu'il Ouais. y a quand même moins l'esprit tactique. En général, le meilleur gagne. Alors maintenant, le VTT a quand même beaucoup évolué. On a de plus en plus des circuits qui sont rapides. Les moyennes horaires sont plus hautes. Donc là, il y a plus de phénomènes d'aspiration et il y a plus le côté tactique maintenant est plus prépondérant qu'à l'époque sur des circuits ultra difficiles avec des montées raides et plus longues. Alors, à Pékin, donc doublé français, tu fais médaille d'or et Jean-Christophe Perrault fait deuxième, podium partagé. Ça aussi, je suppose que c'est quelque chose qui te reste en mémoire. Oui, en plus, on faisait partie de la même équipe espagnole, l'équipe Orbea. Donc c'était vraiment carton plein. Alors, en quoi l'après Pékin a-t-il été différent de l'après Athènes pour toi? J'étais préparé déjà. Ouais. J'avais vécu une première fois, parce que c'était qu'une médaille olympique. Je dirais pas que ça a été facile pour autant, hein, mais j'étais mieux préparé. Mieux préparé à l'après. Ça a été beaucoup plus dur avant, Ouais. mais mieux préparé pour l'après. Donc l'après, tu continues à te faire un palmarès complètement dingue, celui qu'on a vu au début de l'émission. On parle de toi comme une légende. Il y a une autre légende aussi dans ta discipline que tu connais très bien. Je vais te montrer une petite photo, mais évidemment, ça va te parler. C'est le Suisse Nino Schurter, que vous voyez ici à l'image, à la lutte d'ailleurs avec Julien Absalon. Juste, je cite quand même le palmarès de Nino Schurter, 10 fois champion du monde, 9 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, triple médaillé olympique et retraité depuis peu, depuis fin septembre. Est-ce que cet homme, Julien, qu'on voit sur cette image, à la lutte avec toi, t'a aidé, t'a poussé à progresser, à viser toujours plus haut? Qui est clairement mon meilleur ennemi. Et c'est grâce à lui, je pense, que j'ai eu cette longévité, parce qu'il m'a permis de me repousser. Et pendant des années, je m'entraînais pour le battre. Et mes plus belles victoires, à partir de 2009, il m'a battu pour la première fois, je ne sais pas, du monde en Australie à Cairns en 2009, au sprint. Et pendant des années, tous les jours, je pensais à lui. Parce que tous les jours à l'entraînement, je me disais, il faut que je m'entraîne pour le battre. Et c'était une motivation incroyable. Je pense que j'aurais pas
ça m'a poussé. Et on s'est poussé à être meilleur. C'est-à-dire que lui travaillait mes qualités et moi, je travaillais les siennes. Oui, donc finalement, ton meilleur ennemi, mais ton meilleur ami dans la performance, pour vous Oui. pousser mutuellement. On n'a vers le jamais haut. pu être amis parce qu'il y avait trop de rivalité. Ah oui. On a eu toujours beaucoup de respect. La première année, lorsqu'il m'a battu en 2009, j'avais un peu mauvaise quand même. Et puis, sa nouvelle manière d'aborder la compétition, de se mettre dans ma roue et d'attendre le sprint final, sachant plus explosif au sprint, ça m'a un peu énervé au début. Et après, j'ai compris qu'il fallait que je m'adapte. Mais on ne pouvait pas être amis parce que voilà, sur les reconnaissances de circuit, on devait garder nos trajectoires, même il y avait de l'intox sur tous ces choix matériels, sur les trajectoires, etc. Donc on ne pouvait pas, et quand on discutait ensemble, on ne savait pas en plus ce qui était vrai, pas vrai, une part d'intox ou pas. Et maintenant Et maintenant, justement, j'ai tourné un petit film avec lui récemment, je suis allé chez lui et on a pu partager une séance d'entraînement ensemble, et on a pour la première fois fait du vélo ensemble et partagé une journée, ce qui était vraiment, vraiment sympa. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Rivaux, hein. Oui. Rivals. Ouais. Donc ça illustre bien ce que vous êtes, ce que vous étiez à l'époque. Ouais. Exactement. Nino Schurter, grande légende, tout comme toi. Donc les Jeux, Athènes, l'or, Pékin, l'or. Londres et Rio, ça a été plus compliqué pour toi. On peut revoir le petit visuel avec ces 4 Jeux Olympiques. Londres, un abandon, et Rio, une 8e place. Julien, quand on a gagné, quand on est invaincu au jeu, hein, même avant Londres, qu'est-ce que ça fait d'abandonner à Londres et de faire 8e à Rio? Est-ce que là, pour le coup, l'ego du champion en prend vraiment un coup? Alors Londres, à chaque fois que je vois cette image et que j'y repense, il y a un petit truc qui se noue dans l'estomac. Ah ouais. C'est quand même C'est le pire souvenir de le ta pire carrière? souvenir de ma carrière, parce que j'ai crevé avant même le départ, et ne même pas pouvoir défendre mes chances, ça a été quand même quelque chose de terrible. J'ai mis du temps à digérer, et je ne sais même pas si c'est vraiment digéré. J'ai pas beaucoup de regrets dans ma carrière, parce que je me dis que voilà, 50% de réussite, 2 fois l'or et 2 fois moyen. Mais ça reste quand même dur, sachant qu'en plus, en VTT, souvent, quand tu crèves, c'est une erreur. Si tu fais une erreur de pilotage, tu crèves, bon, ben, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais là, je prends le départ avec une roue crevée, je ne sais pas, je ne saurais jamais réellement ce qui s'est passé avant la course. Donc ça a été vraiment très dur. Ça, c'est une obsession pour toi, enfin, ça a été une obsession de décrocher 3 médailles d'or sur 3 Jeux Olympiques différents, comme ont pu le faire un Tony Estanguet, un Teddy Riner plus récemment? Ouais, j'ai toujours été constant dans ma carrière et j'ai rarement quitté le podium. C'est-à-dire que même sur les courses internationales, que ce soit en 2016 ou en 2012, j'ai toujours fait podium. Donc je ne sais pas s'il aurait pu gagner l'or, puisque 2012, il y avait un Tchèque qui était très en forme, Miroslav Kulavi, Nino Schurter aussi. Mais clairement, j'étais prêt, quoi. Donc abandon à Londres, 8e à Rio. Après les Jeux de Rio, toi, tu vas remporter la 33e manche de Coupe du Monde de ta carrière, hein, la dernière, et pour la 7e fois le classement général de la Coupe du Monde. Mais moi, j'aimerais te parler d'une course qui a eu lieu avant Rio, une course marquante pour toi. Alors sur le papier, c'est peut-être pas ta plus grande victoire, mais par contre, à tes yeux, je suis sûr que c'est l'une des plus belles, peut-être la plus belle. C'est une étape de Coupe du Monde chez toi, à la Bresse, en 2016. Est-ce que tu peux me décrire ce moment qui, d'ailleurs, est peut-être indescriptible? Oui, ça fait partie vraiment des plus beaux souvenirs de carrière, pour avoir la chance de courir une course internationale à domicile dans les Vosges, mes terres natales, avec un public qui était incroyable. Le week-end précédent, j'étais en République tchèque et j'ai une gastro, j'ai pas pu finir la course. Donc là, je savais que j'étais faible. J'ai tout fait pour essayer de retrouver l'énergie, mais je savais que j'étais pas au mieux. Une semaine après, forcément, je pouvais pas être à 100%, mais j'étais vraiment porté par le public et je voulais donner à ces gens qui m'ont toujours suivi. Les Vosgiens ont toujours été très, très fidèles depuis mes tout débuts, première course régionale jusqu'à mes titres olympiques. Et je voulais leur offrir cette victoire. Et j'ai vraiment été porté par le public. L'ambiance était incroyable et c'est un souvenir très marquant. Ouais, un souvenir très marquant. Alors, ta dernière victoire en Coupe du Monde, hein, la 33e victoire de ta carrière, à ce moment-là, tu ne sais pas encore que c'est ta dernière. On a les images. Je voudrais quand même que tu me parles un peu de ce qu'on peut ressentir quand on remporte une étape de Coupe du Monde. Est-ce que, quand c'est la 33e, on a tendance à banaliser un peu la victoire, Julien, ou c'est toujours
quelque chose d'intense. Cette victoire en Andorre, elle était intense. J'étais déçu de cette 8e place à Rio. Et là, c'était 2 semaines après. Ouais. Et je voulais montrer que ma 8e place à Rio... Et je suis bien le meilleur sur cette étape de Coupe du Monde. Tu nous en as parlé, Julien, le plaisir aussi de gagner à la maison, à la Bresse. Je fais un petit parallèle, mais avec les athlètes qui ont gagné chez eux, aux Jeux de Paris. Toi, ces Jeux de Paris, tu les as vécus de l'intérieur. Tu as été consultant pour France Télévisions. Je me dis, est-ce qu'il y a un moment, Julien, où tu t'es dit, pendant que tu commentais, ah, j'aimerais bien être à leur place. Ah, j'aimerais bien être sur le vélo et pouvoir disputer des Jeux Olympiques à Paris, à la maison. Oui, c'est évident que pour un sportif, participer à des Jeux Olympiques dans son pays, ça a dû être incroyable. À la fois incroyable, à la fois dur, parce que faire des Jeux Olympiques, quand on est déjà, en plus quand on est favori, il y a une pression qui est énorme. Mais à la maison, ça devait être encore pire. Donc à la fois beau, mais à la fois encore plus dur peut-être. Ouais. Avec ce rôle de consultant que tu vas aussi, ce costume que tu vas aussi enfiler à Los Angeles 2028, on aura des Français, des Françaises performants, on l'espère. On va en parler avec toi, Julien, dans cette rubrique. Chaud devant, c'est parti. Alors, avant de parler des chances, des forces françaises aux Jeux de Los Angeles en 2028, quand même, on va te montrer, Julien, le lieu de la compétition, l'Industry Hills. Alors, on a quelques images, évidemment pas encore le tracé, mais j'aimerais avoir ton avis rapidement. Une course aux États-Unis, à quelques kilomètres à l'est du centre de Los Angeles, ça t'inspire quoi? Maintenant, on voit sur les Jeux Olympiques, les tracés VTT lors des Jeux Olympiques sont totalement artificiels. Donc, il n'y a pas besoin d'une grosse colline. On a vu à Elancourt le travail formidable, le tracé incroyable qui a été fait. Il n'y a plus besoin de gros dénivelés. Et je n'ai pas de doute que les Américains sauront faire un tracé intéressant. Même si je ne suis pas très fan des tracés olympiques qui s'éloignent un petit peu de la vraie pratique du VTT. Aseptisé, totalement artificiel. Et je pense que les gens ne peuvent pas trop s'identifier quand on voit une épreuve olympique. On ne peut pas dire je vais prendre mon VTT et je vais faire pareil, quoi. Je vais aller rouler parce que le parcours est totalement artificiel. Alors qu'à la base, le VTT, c'est comme l'appellent les Québécois, c'est vélo de montagne. Ça fait partie de toutes les évolutions aussi de ta discipline, Julien. On le voit aussi, les circuits sont de plus en plus courts. Quand on regarde Athènes et Paris, ça se gagne de plus en plus rapidement, évidemment. Tout ça, toi, tu trouves que c'est pas forcément une bonne chose pour ta discipline? Alors, pour le téléspectateur, si. C'est vrai que j'ai gagné les Jeux à Athènes en 2h14 ou quelque chose comme ça, ou peut-être 2h18. C'est trop long. Réduire le format, ça permet de rendre les courses plus attractives, également de réduire les coûts de production télé. Donc je pense que ça va dans le bon sens pour le sport, mais ouais. Et pour le pratiquant, pour le pratiquant un peu moins. On est vraiment, mais il faut être conscient, vivre avec son temps, c'est le sport business. Il faut que ça soit télévisuel, il faut que ça soit punchy, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des chutes, il faut qu'il y ait du contact. C'est ça qui marche à la télé. Et ça t'aurait plu, toi, toujours, là, à l'heure actuelle, de concourir avec ce sport qui a changé, comme tu viens de l'évoquer? Est-ce que tu aurais pu prendre autant de plaisir ou justement... Je n'ai pas surpris autant, mais après, il faut s'adapter. Et ce qui a fait aussi, ce qui a été très intéressant du Moraka, c'est qu'il a fallu que je m'adapte à ces nouveaux formats. Passer de 2h15 de course à 1h30. Lorsqu'on prend de l'âge, c'est plus facile d'aller dans l'autre sens, d'allonger la distance et diminuer l'intensité. Et là, le challenge, c'était justement ça, de s'adapter à des courses plus intenses, plus courtes, à des circuits plus compacts, et devenir un peu plus puncher-grimpeur que pur grimpeur. J'ai pris ça comme des challenges et pas comme une fatalité. Mince, c'est pas mon avantage. Non, j'ai pris ça comme un challenge à relever et qui était très intéressant. Et eux aussi vont devoir relever un sacré challenge à Los Angeles en 2028. On va faire un petit point bleu, un petit point équipe de France. Moi, j'aimerais avoir ton avis de consultant, d'expert, Julien, sur les différents VTTistes qu'on va t'afficher à l'écran. On va commencer par Loana Lecomte, chez les femmes. Qu'est-ce que tu penses de Loana Lecomte, ses chances à Los Angeles? Parle-moi un peu d'elle. Clairement, Loana a un talent incroyable. Elle est encore très jeune. Là, elle sort d'une saison très compliquée. Elle tombe aux Jeux Olympiques, une énorme chute, elle ne peut pas terminer. Je pense je souhaite qu'elle revienne à son meilleur niveau après cette année blanche. Elle en a le potentiel. Et si elle est à son meilleur niveau en 2028, clairement, elle sera l'une des favorites chez les femmes. Allez, on va passer chez les hommes avec Jordan Sarrou.
Que tu connais très bien. Je connais très bien, qui a couru dans mon équipe. Jordan, un grand ami qui est, pareil, grand talent, qui sera, s'il est sélectionné parmi les chefs de file les plus anciens, puisqu'on peut dire que derrière, il y a aussi des petits jeunes qui poussent. Donc, les plus anciens pourraient être Jordan Sarrou, Victor Koretsky. Mais derrière, il y a énormément de jeunes aussi qui ont les dents longues et qui l'ont prouvé cette année. Justement, un petit mot sur notre vice-champion olympique à Paris en 2024, Victor Koretsky. Victor Koretsky, en plus, oui, qui est l'homme des courses d'un jour. Il sait vraiment préparer les objectifs d'un jour. Il l'a prouvé à Paris. Donc, s'il coche, je pense qu'il va cocher forcément l'échéance Paris-Los Angeles 2028. Il faudra compter sur lui. Victor Koretsky, médaillé d'argent, pas médaillé d'or. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui domine en ce moment le VTT cross-country. Il s'agit de Tom Pidcock. Et Thomas Sinecki va nous en parler dans cette émission. Tous ces applaudissements. Évidemment, toujours les applaudissements pour Thomas Sinecki. Tom Pidcock. Oui, un Tom parle à un autre Tom. Enfin, parle à un autre. Bonjour Julien. Et ce que je voudrais surtout, c'est que ce soit toi qui nous parle de Tom Pidcock, évidemment. Est-ce que, je vais peut-être te mettre mal à l'aise, je ne sais pas, mais est-ce que c'est clairement le GOAT qui parle à l'autre GOAT, si je te donne donc le meilleur de l'histoire, Julien Absalon, qui parle de Tom Pidcock? Est-ce que tu confirmes ça Tom Pidcock, c'est un peu un des ovnis avec Mathieu Van Der Poel, un des seuls cyclistes capable de passer d'une discipline à une autre et de performer. Il peut être sur la route le week-end après, revenir en VTT. Ce que d'ailleurs n'arrive plus forcément à faire Mathieu Van Der Poel. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il n'a pas performé en VTT, mais Tom Pidcock, lorsqu'il vient en VTT en général, il claque, il gagne. Et ça, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'un 3e titre olympique de suite pour lui, bon, c'est clairement envisageable, non? Oui, vu son âge, il a encore le potentiel. S'il continue, je pense que c'est la clé pour lui, ce qu'a peut-être pas fait Mathieu Van Der Poel, c'est de revenir quand même régulièrement en VTT pour ne pas perdre le coup de pédale, pas perdre le pilotage. Mais s'il continue sur la lancée, ça sera l'épouvantail à Los Angeles. Et ça deviendrait... Mais il n'est pas imbattable, on l'a vu. Victor, finalement, il passe à rien cette année bien sûr. À Paris. Il avait quasiment le titre en poche. Donc tu vas compter sur Victor pour que Tom Pidcock ne devienne pas le seul triple champion olympique. Après, il faudra compter aussi sur tous les jeunes, parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses en 2 ans. Il y a des petits jeunes qui vont arriver à maturité d'ici 2028. Est-ce que la perspective, s'il est triple champion olympique, alors tout le monde dit, donc là vous êtes donc les 2 seuls doubles champions olympiques de VTT, oui c'est pas grave, je suis battu par quelqu'un de très grand, ça c'est le discours toujours habituel. Est-ce qu'au fond de toi, tu peux quand même nous dire que ça te ferait un petit peu, c'est un petit peu mal quand même ou pas, attention. Non. Je compare plus... Quand Nino Schurter a pris presque à 1 tous mes records, ça me faisait un petit peu mal au début, mais au contraire, ça m'a donné plus de fierté qu'autre chose, de voir que mon grand rival était encore capable de battre les jeunes il y a peu. Ça a donné de la crédibilité à nos défis. Avec Tom Pidcock, j'ai beaucoup moins bataillé, puisque je crois qu'on a fait quelques courses en commun, mais lorsque j'étais plutôt en fin de carrière, et puis lui au tout début de ses apparitions VTT. Donc, c'est la trace moins d'avis, voilà, mais en fait, que je préférais clairement que ce soit un Français qui gagne Los Angeles, mais ça ne me ferait rien que Tom Pidcock, personnellement, gagne. Bon, d'accord. Et ce qui est exceptionnel avec lui, c'est ce que tu disais, 3e de la Vuelta, 2e de Liège-Bastogne-Liège, c'est quelqu'un qui vraiment sur route est exceptionnel, à tel point, comme tu le disais un petit peu aussi, que peut-être ça peut le desservir. Enfin, il faut arriver à se spécialiser, c'est compliqué. Oui, après, ce qui est bien avec ces garçons-là, c'est que, clairement, ils sont passionnés parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent sur la route. Ils arrivent quand même à imposer leur choix parce que, clairement, leurs équipes les payent pour qu'ils performent sur route. Et ça les embête certainement lorsqu'ils viennent en VTT parce qu'ils prennent des risques. Mais ils arrivent à imposer ça. Donc je pense que s'ils le font, c'est qu'ils sont vraiment passionnés et qu'ils s'éclatent lorsqu'ils viennent en tout terrain. Quand tu parles de ces garçons, donc on revient bien sûr sur aussi Van Der Poel, Van Aert, même si là on parle pas sur le cyclocross. Plutôt, voilà, donc précisons bien que le cyclo, c'est en gros, alors là évidemment tu me corriges, c'est une course d'hiver dans la boue.
Alors que le VTT est une course d'été un peu plus longue. Oui, et puis il y a quand même pas mal de cyclistes routiers qui font du cyclocross l'hiver. Le vélo est similaire. Par contre, très peu de courses cyclistes passer de la route vers le VTT, c'est un transfert qui est quasi impossible si tu n'as pas pratiqué jeune. Il y a énormément de VTTistes qui passent sur la route. Dans ce sens-là, le transfert est très facile et fonctionne très bien. On voit énormément de champions VTT qui performent sur la route. Mais il faut avoir, pour venir en VTT, il faut le coup de pédale. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Comment est-ce que tu les situes tous les trois, les uns par rapport aux autres dans ce... Parce que, donc voilà, Pidcock très spécialisé VTT. Tu disais que Van Der Poel commence un petit peu à reculer par rapport au VTT, ce qui fait d'ailleurs qu'il n'était pas en 2024 à Paris, mais il était sur la route. Enfin voilà, il y a ces choix à faire qui sont toujours un peu compliqués quand on veut être un peu sur tous les fronts, quoi. Oui, ils veulent être sur tous les fronts. Ils veulent faire du VTT, du cyclocross et de la route. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Surtout, bon, ils sont encore. Pidcock est encore vraiment très jeune. Hein. Il a performé très très tôt. Il était encore dans les catégories moins de 23 ans, surclassé en élite lorsqu'il gagnait. Van Der Poel commence à arriver plus à maturité. On voit qu'il gère un peu plus ses saisons. Il commence à courir un petit peu moins. Il a présenté son calendrier de course cyclocross il n'y a pas longtemps. On voit finalement, il n'en fait que sur une période un peu restreinte. On voit qu'il se préserve un petit peu plus quand même maintenant que par le passé. Avec les championnats du monde, toujours en ligne de mire. Van Aert veut toujours y aller aussi. Lui aussi, on attend toujours son calendrier de cyclocross, enfin, notamment en Belgique. Hein, la saison de cyclocross est suivie grâce à ce duel entre les deux qui est absolument incroyable. Le cyclocross en Belgique, c'est incroyable. Ces coureurs sont vraiment des superstars en Belgique et attirent des foules incroyables. Pour la médiatisation de ton sport, forcément. Alors là, voilà, c'est là que la frontière entre cyclo et VTT, est-ce que ça rejaillit vraiment pleinement pour le VTT, tout ça? Oui, lorsque ces coureurs arrivent en VTT, ça fait du bien à la discipline parce qu'eux ont une médiatisation qui dépasse le cercle du VTT et clairement, ça met en lumière la discipline. Donc, on peut être décrié quelquefois, mais moi je trouve que c'est lorsqu'un Mathieu Van Der Poel, un Tom Pidcock s'aligne sur une Coupe du Monde de VTT, forcément, ça met en lumière le sport. Est-ce que, comment tu le vois par rapport à Van Der Poel pour le VTT, du coup? Est-ce qu'on peut espérer le revoir plus? Est-ce qu'il pourrait se réaligner sur une épreuve olympique, à Los Angeles par exemple? Jamais, on ne sait jamais avec ces garçons-là, mais comme je le disais, moi je mets moins d'espoir en lui et je pense qu'il a un petit peu perdu le coup de pédale. Il faudrait qu'il repratique vraiment plus pour à nouveau espérer gagner au niveau international. Et c'est là qu'il y a une vraie différence entre cyclo et VTT, n'est-ce pas? Oui, en cyclocross, il a prouvé encore la saison dernière et lorsqu'il vient en cyclocross, il est imbattable. Il est monstrueux, on a l'impression qu'il est vraiment un ton au-dessus de tous ses adversaires. Ce qui n'est plus le cas en VTT depuis au moins 3 ans. Les différences, celle que tu me parles du coup de pédale, c'est que parce que Pidcock, lui, pour le coup, bon, alors lui, il a fait l'impasse peut-être même complètement, je crois, sur la saison de cyclocross cette année. Mais lui essaye de faire quasiment les 3 encore. Oui. Donc, lui arrive à avoir le coup de pédale à la fois en cyclo et à la fois en VTT. Quelles sont les différences un peu techniques, peut-être sans trop non plus rentrer dans les... Le cyclocross, donc c'est un vélo de route en gros avec des pneus crantés, un parcours plutôt herbeux où il faut énormément de puissance, il y a très peu de dénivelé. Et il y a beaucoup moins d'aspérité de terrain, c'est-à-dire qu'en VTT, on a des racines, on a des roches, on a potentiellement des sauts. Donc il faut un pédalage spécifique, des montées qui sont plus raides. Alors que sur un cyclocross, voilà, on est sur un pédalage en puissance, donc ça correspond très bien à Mathieu Van Der Poel qui est monstrueux, qui arrive à pédaler, à tirer du gros braquet avec ses reins, son bas du dos, et à fendre la boue ou le sable sur les terrains hollandais ou belges. Le cyclo, la route, toi, quel était ton regard en carrière là-dessus? Tu n'as pas été spécialement attiré ou... Alors, je fais partie de la première génération de purs VTTistes qui a connu le cyclisme par le VTT. Donc, j'ai jamais été vraiment attiré par la route parce que je suis un VTTiste. Ouais. J'ai eu des propositions pour aller sur route, notamment après mes 2 premiers titres olympiques. J'aurais gagné plus d'argent sur route, mais ma passion, c'était le VTT. Ce que j'aimais, c'était ça.
Et ça n'a jamais été une motivation. On m'a dit quelquefois, oui, tu vas regretter de ne pas t'être essayé à la route. Et je me suis toujours régalé en VTT et je ne regrette pas de ne pas être passé sur route, comme beaucoup l'ont fait. Tu es favorable au cyclocross, aux Jeux d'hiver? Il y a un gros débat en ce moment, en tout cas dans le monde du cyclo, dans le monde du cyclisme même. Les présidents de fédération montent au créneau. Bon, ça est en train d'être plus ou moins recalé, mais ça y est, le truc est lancé un petit peu. Pourquoi pas? Ouais, c'est un magnifique sport. Après, j'adore. Je l'ai pratiqué aussi parce qu'il me manquait un peu de puissance l'hiver. Le cyclocross me permettait d'aller travailler la puissance, d'aller travailler la course à pied, les enchaînements, descentes, montées de vélo. Parce qu'on avait encore à l'époque en VTT des portions quelquefois à pied. Et je me régale à regarder parce que c'est un sport très, très beau à regarder. Donc ça ferait plaisir de le voir. C'est impossible de l'intégrer dans le programme d'été. Mais s'il peut être intégré au programme des Jeux d'hiver, pourquoi pas. Et là, d'un seul coup, nul doute que Van der Poel donc, pourrait être aussi champion olympique d'hiver. Oui. Ce serait voilà, à suivre. Et à noter, pour terminer, Lucien, que l'UCI, ça montre quand même une prise en compte de plus en plus globale de toutes ces disciplines. L'UCI ajoute à partir de 2026, je crois, tu me corriges aussi, des points VTT et cyclocross au classement UCI global des équipes. Pour la route aussi, enfin, et avec la route dedans aussi. Toutes les disciplines sont maintenant prises en compte et associées. Oui, ce qui permet, c'est quelquefois un petit peu des polémiques sur en VTT, la grille de départ est ultra importante. Et lorsqu'un Mathieu Van Der Poel ou un Tom Pidcock arrive après une période de route, ils n'ont pas forcément les points pour être positionnés à l'avant. Donc, il y a quelquefois eu des passes droits. Au Mondiaux du cyclisme à Glasgow, il y a eu une nouvelle réglementation qui permettait aux coureurs classés dans le top 10 sur route d'avoir un ranking sur des départs d'une Coupe du Monde ou des championnats du monde VTT. Et même la piste, c'est ça, même la piste aussi est intégrée, je crois. Donc je pense que c'est une bonne chose, puisque c'est pas logique qu'ils partent première ligne s'ils n'ont pas fait les points nécessaires, mais c'est pas logique que des athlètes comme ça partent fond de grille. Donc ça pondère. C'est bien de légiférer sur et puis de trouver quelque chose de juste. Ouais, ça met encore plus en lumière, du coup, de manière encore plus juste, le VTT, le cyclo. Ouais. Magnifique. Lucien. Très belle chronique encore, toujours aussi passionnant. Tu vois, j'étais là, moi je t'écoutais. On attend les religieusement. 2028 maintenant, enfin c'est dans longtemps, mais pour voir si Julien restera quand même. Moi j'aimerais bien. Ah oui, évidemment. Il reste double champion olympique, donc numéro 1 à égalité avec Pidcock. Non mais on compte sur Victor. Mais oui, voilà, une victoire française au jeu de 2028. Ou d'autres, mais... Magnifique. Merci. Merci beaucoup Thomas. À la semaine prochaine. Continuation. Ouais, merci à toi. Salut. Allez. À la prochaine Thomas. On va passer, parce que oui, Thomas était dans le canapé, je vais prendre sa place dans le canapé aussi pour une rubrique un peu plus intimiste entre toi et moi. Julien, c'est parti pour Au coin du feu. Alors, Julien, j'aime bien cette partie de l'émission. On va aborder un thème, parce que avant l'émission, je t'ai demandé ton rêve. Et tu m'as dit ne pas vieillir. Et moi, ça m'a intrigué. Je me demande en fait si... Chez un ancien athlète de haut niveau, la peur de vieillir, c'est aussi la peur un peu de perdre ce qui te définit. Est-ce que c'est un peu ça, Julien? J'ai l'impression d'être chez le psy. Ouais, c'est un peu ça. On facturera après. Oui, je pense que la peur de vieillir, elle arrive plutôt chez l'athlète parce que quand on est athlète, on est vieux à 30 ans. Dans la vraie vie, on est vieux peut-être à 60 ou je ne sais pas où est-ce qu'on place le curseur, mais 30 ans ça peut paraître très jeune, mais dès 30 ans, c'est difficile de continuer à progresser dans les sports d'endurance. Donc, on est vieux à 30 ans. Et on voit ces capacités de récupération qui sont plus lentes. On voit forcément un déclin. Et c'est dur à 30 ans de se dire qu'on est déjà vieux. Et toi, à chaque fois, même dans ta carrière, tu as repoussé toujours cette chose-là. Tu as été champion du monde en 2014 à 34 ans. C'est quelque chose, le temps n'avait pas trop de limites, trop de... Oui, après tu te bats pour... alors, tu as l'expérience pour toi, lorsque tu as passé les 30 ans, tu peux jouer avec l'expérience, tu prends des atouts, les atouts que tu as en main, mais c'est clair que c'est plus difficile d'être en forme sur toute la saison, où il faut plutôt viser les pics de forme, mais tu ne peux plus être tout le temps au top. Alors maintenant, tu as 45 ans, bon, on le voit, tu as encore un corps hyper athlétique. Malgré tout, tu sens quand même que voilà, le poids des années
pèse un peu sur toi? Tu as des douleurs dues à ta carrière de sportif de haut niveau? Non, je pense que ça arrivera plus tard. Je pense que le sport de haut niveau laisse forcément des traces. Pour le moment, ça va. Pas un peu les épaules, mais bon, je me plains pas de ça. Et vu que je suis plus dans la recherche d'ultra-performance, non, je ne ressens pas de problématique. Quand c'est ton métier et que tu as des courses tous les week-ends, oui, la récupération, quand tu sens que tu récupères moins bien, c'est difficile. Mais là, c'est plus mon cas. Je suis athlète, je suis plus sportif de haut niveau, donc je jongle avec. Et alors pourquoi m'avoir dit que ton rêve était de ne pas vieillir? Ça veut dire quoi? Il se cache quoi derrière cette phrase, Julien? De continuer à faire le plus longtemps possible ce que j'aime, c'est-à-dire parcourir les montagnes et faire du sport et pas avoir de limites. Ce que je me régale, c'est par exemple dire je vais faire 50 heures de sport d'affilée, je vais faire 30 activités sportives, ce que je fais à La Réunion. Dire, finalement, en 2 jours, je vais faire ce que des gens normaux vont faire en 1 an presque. Ou alors ce que je me régale, à découvrir les montagnes en courant et à faire des parcours que des randonneurs à pied. En une journée, à faire ce que les randonneurs à pied vont mettre 6 jours à faire. Moi, j'aimerais parler d'un dernier sujet avec toi, qui est assez complexe. On sait que le rapport au corps chez les athlètes de haut niveau est pour le coup très complexe. On sait aussi, on en a entendu parler notamment dans le cyclisme, plus sur route, mais je pense que ça concerne aussi le VTT, les troubles du comportement alimentaire. On sait que c'est quelque chose de très présent, notamment dans les sports d'endurance, où le poids impacte directement sur en VTT, le rapport la poids-puissance est ultra important. Voilà. Est-ce que toi, ça c'est quelque chose dont tu avais conscience dans ta carrière? Est-ce que tu as pu y être directement confronté? Est-ce que tu as pu observer autour de toi des VTTistes qui étaient atteints de troubles du comportement alimentaire? Oui, énormément. C'est encore plus chez les femmes que chez les hommes. Pour ma part, j'ai jamais eu trop de problèmes à atteindre mon poids de forme. J'ai jamais eu tendance à prendre du poids, donc je ne me suis pas battu durant ma carrière. J'ai tenté à quelques fois de trop optimiser et de flirter un petit peu trop avec les limites basses. Notamment à Rio? Notamment, non, avant Pékin. Ouais, ok. Ah, aussi Oui, avant justement, cette déconvenue au championnat du monde 2008 avant Pékin, j'étais peut-être un peu trop bas au niveau poids. Mais j'ai jamais eu de troubles, jamais eu besoin de peser, de faire des régimes stricts, puisque comme je le disais, j'avais une facilité à rester à très bas en poids, quoi. Je pouvais rester entre 6 et 9% de masse grasse sans problème. Et qu'est-ce que tu dirais là aussi aux jeunes athlètes? Enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait de l'athlétisme, je sais que c'était très présent aussi. On nous met aussi la pression, comme tu dis, c'est des sports d'endurance, hein, il y a un rapport poids-puissance. C'est aussi le rôle des coachs de faire attention à tout ça avec leurs athlètes, d'être vigilants? Oui, c'est clair que si tu isoles, tu prends le rapport poids-puissance et tu dis bon, moi, je vais descendre mon poids tout en essayant de garder ma puissance. Au début, ça marche. C'est ça le problème, c'est que ça marche. Mais ça marche qu'un temps, mais c'est grisant parce que tu vois les résultats qui sont immédiats. Mais ce qu'il faut expliquer aux athlètes, c'est que ça peut marcher, mais pas longtemps. Et qu'après, tu peux vraiment mettre des mois, voire des années à t'en remettre si tu dérègles la machine et si toutes tes valeurs sanguines, si toutes tes hormones se détraquent, quoi. Merci Julien pour ces mots, parce que c'est un sujet très important et pas souvent abordé. Maintenant, on va s'amuser un petit peu, ok? Tous les deux pour finir cette émission. C'est parti pour le tout feu tout flamme. Alors Julien, la fameuse tier list, bon, vous en avez l'habitude dans l'émission, tu vas devoir classer des éléments selon plusieurs catégories. Flamme olympique, c'est le top du top. Cendre, c'est les trucs les plus nuls. Tu as plein d'éléments et je te laisse les classer et nous commenter tes choix. C'est parti, la petite tablette. Alors, Marie-Jo Pérec, oui. flamme olympique. 96, hein, évidemment. Toi qui as suivi ces jeux, ça a dû te marquer. Roger Federer, je peux mettre plusieurs en flamme olympique? Bien sûr, oui. Ah ouais, alors, Roger petite question liée à Roger Federer. On sait que c'est un joueur légende du tennis, mais qui était plus connu pour son talent. C'est un esthète du jeu, contrairement peut-être à un Nadal qui était un dur au mal, un mec puissant. Toi, est-ce que tu te retrouves un peu dans Roger Federer, dans le VTT? Est-ce que toi aussi, tu étais un mec talentueux, esthète de ta discipline? Et puis, il n'y a pas beaucoup d'athlètes que j'ai pu admirer, mais Roger Federer fait partie de ces athlètes-là qui inspirent le respect par sa longévité, par son amour du jeu, par sa classe, quoi. Et j'aime beaucoup. Flamme olympique.
Alors, le carnaval vénitien, là, on va mettre non. C'est pas trop mon truc. Alors, donc, c'est un carnaval où tu es né à Remérimont, c'est ça? Remiremont, ouais. Remiremont, voilà. Ouais, non, moi, je suis pas très carnaval. Pas donc, très carnaval. Pourtant, t'enfilais des costumes avant les courses, mais Ouais. pas carnaval. Alors, Ouais, l'embarras du choix. ouais. L'embarras Mais du dans l'ordre, choix, hein, je vais sinon. faire le découpage aussi dans les cendres. Alors attends, le découpage, juste, et je suis désolé, je vais me faire gronder, parce qu'on a déjà dépassé un peu le timing. Mais le découpage, tu sais pourquoi j'ai mis ça? Parce que tu m'as dit que tu découpais tes dossards Ah oui, après les exact. courses. Est-ce que tu peux rapidement, Julien, nous parler de ce petit rituel? Petit rituel pour gagner un tout petit peu. On n'a pas le droit de découper les sponsors qui sont sur les dossards, mais même s'il y avait que 1 ou 2 mm à gagner, eh ben, je gagnais les 1 ou 2 mm en découpant les 4 côtés. Incroyable. Pour dire, j'ai retiré quelque chose. Tu penses que ça jouait vraiment ou Non, c'est juste... Ouais, ça joue. mais psychologiquement, c'était un petit rituel. Ok. Donc, on va mettre le découpage dans le feu de camp. Allez, feu de camp. Le bronzage de cycliste, ouais, c'est pas fou quand même. Quelquefois, tu as l'impression d'appartenir à une communauté quand C'est vrai, tu repères de loin. voilà, tu arrives sur la plage et tu as l'impression que tu es habillé alors qu'en fait tu es en maillot de bain. On va mettre ça dans allumette. Bon, la Creuse, c'est bien, mais je vais le mettre en briquet. Ouais, t'es gentil. T'es gentil. Voilà. Le cyclisme sur route, je le mets un petit en feu de camp parce que j'adore. D'accord. J'aime moins la quiche lorraine, même si je suis lorrain. Ah ouais, tu vois. Ok. la Mais spécialité, voilà, si vraiment, une petite allumette, quoi. Julien, c'est le poulpe grillé. Hein. Alors, il y a Top du top. le dopage, alors, on va le mettre dans les cendres. Sans citer de nom, est-ce que dans ta carrière, tu as pu constater des... Oui, je pense que sans la liste antidopage, je ne serais pas devenu champion du monde, puisqu'en 2004, il y a un athlète belge qui dominait le sport, Philippe Mérag, qui a été pris pour EPO. Donc on a compris pourquoi il était au-dessus du lot. Et ben, je pense que sans son contrôle positif quelques mois plus tôt, il aurait gagné à Athènes. Alors, le potager, bon, j'aime plutôt bien. Je ne suis pas très jardinier, mais on va mettre ça en feu de camp. Un Ironman, c'est pas mal, un Ironman. C'est pas dans les tops de ma to-do list, mais pourquoi pas. Allez, Un feu de camp aussi. ça en fait quand même partie, quoi. Ouais. Sébastien Ogier, il y est 2 fois même en plus. Ah oui, c'est vrai, bah tu vois, on l'adore Ouais. tellement, on l'a mis 2 fois dans la Alors, tier list. Ah, et on va le mettre aussi dans la flamme olympique avec égalé Sébastien Marie-Jo Loeb, Pérec et Roger Federer. Allez, il en reste 3. Tom Hanks, hein. Super acteur. Mais quand même, il n'est pas sportif, donc on le met un rang en dessous. La ligne verte, excellent film. Voilà. Et les rues Absalon, Ah oui, 2 rues Absalon qui existent. Une rue et une avenue. on va mettre un briquet, c'est pas mal. Riquet, ouais, c'est pas mal. Et donc, alors maintenant, la petite décision finale. Entre Marie-Jo Pérec, Roger Federer et Sébastien Ogier, Ah là, tu devais en garder un seul ou une seule? c'est dur. Hein. C'est dur, bien. mais... Marie-Jo. Marie-Josée Pérec. Allez, et ben nous, tu sais quoi, on a un dernier petit cadeau pour toi, Julien, avant de terminer cette émission. Un petit message qui va te faire plaisir. Salut Jules, cette petite vidéo, j'aurais bien aimé te la faire depuis le sommet du Piton des Neiges ou du Sentier Cala, mais écoute, l'important c'est que le message arrive. Alors là, je voulais te dire que moi qui suis sportif depuis toujours et entraîneur, quand je te vois, j'ai l'impression d'être une mobilette qui arrive au pied d'une navette spatiale tellement tu es un champion hors norme. Et pourtant, on se sent tous bien quand on est à tes côtés parce que tu as su rester humble, ouvert, vraiment accessible à tous en toutes circonstances, naturel. Et puis, ce qui est probablement le plus important pour moi, tu le sais, à quel point, je dirais, est vrai dans un monde de paraître qui est pas vraiment le mien. Mais ce que j'apprécie le plus en toi, c'est cette envie et cette capacité à comprendre et à apprendre, et puis surtout cette soif de vivre et de profiter de tout ce que la nature a de meilleur à nous offrir pour vivre des plaisirs simples mais puissants. Voilà.
Est-ce que finalement maintenant tu es prêt à tenter l'expérience de 3 nuits sans dormir? Ou alors, encore mieux, un petit défi sportif d'une centaine d'heures. On verra combien on s'autorise. Eh bien écoute, à bientôt l'ami. Ludovic Chorgnon, avec qui tu as réalisé un défi complètement dingue et qui nous a fait ce petit message pour toi. Depuis l'hôpital, oui, juste quelques jours après le défi, il a eu un accident de moto. Donc je suis nouvelle très régulièrement, ouais. Mais en tout cas, on a vécu une expérience tous les deux incroyable sur ce tour de l'île de la Réunion multisport pendant 50 heures. Lui qui est un grand spécialiste des différents records du monde et de l'ultra endurance. Il tenait vraiment à faire ce message. Je lui ai dit, mais attends, si tu veux, ne le fais pas. Ah si, je tiens à le faire pour Julien. La petite réponse à sa question, il t'a posé une petite question à la fin sur un nouveau défi. Ouais, 50 heures, c'était déjà pas mal. C'était la première fois 2 nuits sans dormir. Après, ça commence à devenir vraiment dur, lui. Ça là-dessus, plus c'est long et plus il aime. Mais 50 heures, c'était déjà bien. Ouais. Bon, tu peux rajouter à la to-do list. Ouais. C'est jamais. Voilà, une to-do list qui n'en finit plus. Merci beaucoup, Julien. J'ai beaucoup apprécié cette discussion avec toi. Je me suis régalé. Merci. Merci à toi et puis on te retrouve évidemment aux commentaires maintenant avec ce statut de consultant et puis plein de défis à venir, le marathon des sabres, l'écriture aussi d'un bouquin. Il y a plein de choses concernant Julien Absalon qui vont arriver. Moi je vais remercier toute l'équipe en régie, remercier un autre Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Clément Ritter au son et Sandrine David au maquillage. Salut tout le monde, à la semaine prochaine.